La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien s'interroge sur la fin de l'idéal. Merci de nouveau à la Bibliothèque nationale de France d'accueillir ce cours méthodique et populaire de philosophie. Il est d'usage de commencer par un exposé qui dise un peu ce que c'est qu'entrer en philosophie. Comme on dit entrer en religion, mais ce n'est pas la religion, c'est la philosophie. Entrer dans la philosophie, on pourrait commencer par douter, ou qu'est-ce que penser, ou qu'est-ce qu'un concept. Je propose aujourd'hui de s'intéresser à la question de l'idéal, parce que je crois que c'est un terme d'entrée dans la philosophie que l'idéal. Peut-être même la première, en tout cas dans l'histoire de la philosophie. En tout cas, sa voie royale, celle ouverte par Platon. Non pas que le philosophe soit idéaliste, tel qu'on le croit volontiers, mais parce qu'il est constructeur d'idéalité. Il modélise, et c'est en quoi notamment il se distingue du sociologue. Sociologue, philosophe, vous savez, deux frères rivaux. Non, le philosophe, lui, passe au plan de l'idéalité et tente à le faire travailler dans notre expérience. Alors l'autre terme qui est un peu suspect dans mon titre, c'est celui de fin. C'est toujours suspect de parler d'une fin parce qu'on parle peut-être de fin parce qu'on ne sait pas comment ça se renouvelle. Et donc on projette une fin sur ce dont on n'est pas en mesure ou pas capable de concevoir le développement. Pour ça, je le laisse en point d'interrogation. Fin de l'idéal. Alors, je vais commencer par essayer d'évoquer rapidement quelles sont les conditions de possibilité de cet avènement d'idéal qu'apportait la philosophie ou qui apportait la philosophie. Et donc, je vais revenir à ce qui sont ces choix grecs organisés par Platon qui font que nous avons détaché du plan d'expérience un plan de l'idéalité. Geste qui peut paraître totalement banal, commun, ordinaire, qu'on pourrait croire de partout. Non. Il faut en mesurer la singularité inventive. Qu'est-ce que c'est que d'avoir détaché de l'expérience, des phénomènes, ce plan d'idéalité, qui n'est pas seulement un plan comme ça séparé de nous, mais qui est celui qui nous motive, qui nous mobilise. Alors, c'est bien ce qui est au départ de l'idéal, c'est cette séparation, ce détachement, cet écart fait par rapport à l'expérience. On peut dire que rejoint le verbe douter, si souvent proposé au départ de la philosophie. Douter non pas au sens d'être incertain, hésiter, mais douter au sens de couper, rompre. Couper avec tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit savoir, non seulement l'ordre des sensations, mais aussi, vous le savez chez Descartes, des vérités mathématiques. Donc il y a ce geste premier de la philosophie qui est de se détacher, de s'écarter, dans mes termes, de décoïncider d'avec l'expérience, d'avec le sensible, d'avec la proximité, pour en détacher un autre plan. Je le dis en termes cartésiens, douter, comme geste premier de la philosophie, mais déjà chez les Grecs, s'étonner, Thomazein. Qu'est-ce que c'est que s'étonner, si ce n'est, juste de nouveau, introduire une rupture vis-à-vis de ce qui semblerait aller de soi, de ce qui se trouve comme ça en adéquation, pris dans sa normalité, pour s'en détacher. Alors, il me semble que c'est bien là le geste premier de la philosophie que ce détachement, cette rupture avec le risque, avec l'audace que cela comporte. Se risquer hors de l'expérience telle qu'elle se présente à nous, hors du sensible tel qu'on l'a sous les yeux. Bref, cette coupure et la force à travers cette rupture, de promotion que cela, n'est-ce pas, permet. Alors il y a d'abord cette coupure, ce détachement, cette décoïncidence vis-à-vis de l'expérience, et puis ce qui va promouvoir la pensée de l'idéal, c'est la promotion à partir de cette rupture d'un plan d'idéalité et d'abord de la notion même d'idée. Idée. Idée, idéal, idéal.
C'est là qu'intervient plus précisément l'opération platonicienne, de détacher du commun l'expérience, de son pluriel, de ce stade du phénoménal, quelque chose qu'il va promouvoir sous ce terme de idée, idéa. Vous savez que c'est au fond, dans Platon, ce que Platon nous répète tout le temps comme étant la porte d'entrée dans la philosophie. Le fait que l'on passe du divers, du pluriel, des sensations, des expériences, pour les rassembler sous l'unité de l'idée. Ce qu'on appellerait de nos jours conceptualiser, c'est-à-dire ranger tout ce divers d'expériences sous une unité de la représentation qui est celle de l'idée. Kata mian idean, dit Platon, selon une même idée, une même et seule idée, passer des belles choses au beau, à l'idée de beauté. Passer donc de ce divers à cette unicité idéale. Alors, cela paraît si banal, mais il faut voir comment Platon couple ça avec cela, à savoir cette conceptualisation passant du divers à l'unité de l'idée, avec la capacité de vision. Là, il y a un passage magnifique que je vais citer de Platon, qui est dans le Phèdre, qui nous montre bien comment, c'est là que commence à se nouer la notion d'idéal, dans le fait que, à travers cette opération d'abstraction, de conceptualisation, passer du divers d'expérience, les belles choses, à l'unité de l'idée, le beau, l'idée de beau, eh bien, s'ouvre une vision idéale. Je cite le texte dans le Phèdre, en 249b. Il faut qu'une intelligence d'homme doit s'exercer selon ce qu'on appelle idée, kata eidos legomenon, selon, vous voyez, Platon avance le terme, et il est en train de forger, d'où ce qu'on dit, ce qu'on appelle idée, il est en train de forger pour, je dirais, pour toute notre histoire, ce terme d'idée, dans son exigence. Donc s'exercer selon ce qu'on appelle idée, en allant d'une multiplicité de sensations, l'expérience, vers une unité, l'unité de l'idée. Alors le grec le dit encore plus précisément, sunyenai. Sunyenai en grec, c'est rapprocher et donc comprendre. On comprend par rapprochement. Le mot français le dit aussi, comprendre, on prend ensemble. Prendre ensemble, sunyemi en grec, comprendre à partir du latin, c'est donc prendre ce divers et le mettre ensemble sous couvert de cette unité de l'idée. Ekpollonion aestheseon, allant des sensations multiples vers, pour prendre précisément le grec, vers eis en logismo usanrunen, ce qui est rassemblé dans le raisonnement. Donc il y a une opération de raisonnement qui est de passer du divers des sensations pour les rassembler sous couvert d'une idée qui les rassemble. Bon, ça c'est l'opération qu'on dira de conceptualisation. Or, juste après, cet acte consiste en un ressouvenir des objets que jadis notre âme a vus lorsqu'elle s'associe à la promenade d'un Dieu, lorsqu'elle regardait de haut tout ce à quoi, dans notre présente existence, nous attribuons la réalité, et qu'elle levait la tête vers ce qui est réellement réel. Donc, cette opération de conceptualisation, d'abstraction, cet effort d'intelligence, débouche sur une vision qui est une révélation de l'idéal. Ce qu'on voyait avant, quand on accompagnait notre âme avant qu'elle s'encombre de son corps, ce que notre âme voyait quand elle volait avec les dieux, et qu'elle voyait d'en haut, eh bien, notre monde. Vous voyez, ce qui me paraît l'essentiel, qui est au départ de la pensée de l'idéal, c'est donc à la fois cet effort d'abstraction par détachement du divers, du pluriel de l'expérience, mais cet effort d'abstraction n'aboutit pas qu'à de l'abstrait. Non, il se convertit en une vision, et une vision qui est une vision désirée, qui est une vision d'idéal qui, vous voyez, chez Platon, frappé d'un regret d'avoir perdu cette vision première quand on était à la suite des dieux, que notre âme, donc, dans le ciel, voyait le monde d'en haut et, disons, s'approcher de cette idéalité. Donc, je vois que ce qui est important, c'est
c'est ça qui a tendu la pensée de l'idéal dans la philosophie européenne, ce lien entre l'abstraction, l'effort de la pensée, et puis la vision. La vision, c'est-à-dire la révélation, eh bien, d'un ordre parfait qui se découvre à partir de cet effort de conceptualisation. Donc il y a quelque chose là qui me paraît une tension, voire une contradiction légitime. C'est-à-dire qu'on a l'idée souvent que la contradiction, c'est pas bon. Non, au contraire, la contradiction, ça peut être fécond, ou même le plus fécond de la pensée. Et quelle est la contradiction à partir de laquelle naît cette pensée de l'idéal en Europe? C'est justement entre, d'une part, l'abstraction, l'idée, et ce qu'instaure Platon dans cette formule fameuse, pour nous, de destin, quand il est dit que la sagesse, c'est la science, que Sophia, c'est épistémé, donc que la pensée grecque se tourne vers la connaissance par idée. Puis d'autre part, l'envol, le délire, la mania. Vous avez les deux chez Platon, et les deux donc en tension, et c'est dans cette tension entre d'une part l'effort d'abstraction, avec son exigence, et d'autre part le débordement, le délire, la folie, la mania, que c'est dans ce creuset-là qu'émerge dans sa tension la pensée de l'idéal. Donc contradiction féconde d'idéalité dont est née l'Europe. Les Grecs, d'une part, réduisent la sagesse à la science, Sophia épistémé, et en même temps, Platon revendique un délire dans le Phèdre, mania, délire, folie, n'est-ce pas? Une inspiration qui fait que cet effort d'abstraction est en même temps l'envol de l'âme. Effort d'abstraction de l'esprit pour s'élever du divers expérience à l'unité de l'idée, mais en même temps, il y a un envol de l'âme, donc une sorte d'élan qui en est suscité. Élan, transport, vertige, bref, quelque chose qui crée cette vocation, cette aspiration qui nous porte vers cette idéalité. Alors, c'est peut-être là qu'il y a singularité. D'abord, dans ce premier fait, d'avoir pensé la sagesse comme la connaissance. Sophia en tant qu'épistémé. Et donc d'avoir fait ce que les Grecs ont fait, que je ne vois fait nulle part ailleurs, à savoir promu un savoir désintéressé. Justement par détachement avec l'expérience. Penser un savoir pour le savoir, non pas un savoir qui serve à mieux gérer l'expérience, mais un savoir en tant que savoir, détaché de l'expérience, ce qu'on met souvent sous le nom de Thalès. Thalès le premier. Thalès qui est le premier à penser ce qu'on appellera la physis, la nature, en disant au départ, au principe, c'est pas de lui, c'est d'après lui, mais est l'eau. Donc de déterminer un élément premier du connaître. D'où vient ce terme si important dans la pensée grecque et dans la tradition de la philosophie, qui est celui de théorie. Théorie. La théorie, au départ, c'est quoi? Ce sont les missions qu'on envoie à l'étranger, en Grèce pour les Jeux Olympiques ou les Panathénées. C'est théoria, ces missions pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Cette curiosité d'un ailleurs. La première figure, évidemment, en amont, c'est celle d'Ulysse. D'Ulysse qui, pendant son Odyssée, pendant 10 ans, va voir ailleurs, malgré lui d'ailleurs. Mais en tout cas, ne cesse de découvrir de l'ailleurs et donc de s'interroger. Et l'idée donc que la philosophie est liée à cette capacité d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Je crois que c'est essentiel à la philosophie que ce déménagement-là, n'est-ce pas? D'ailleurs, la première fois que vous trouvez le terme de philosophie en grec, de philosophe, c'est dans Hérodote, quand Crésus interroge Solon pour lui dire la fameuse question quel est l'homme le plus heureux? Et lui dit, je te pose la question parce que tu es philosophe, parce que tu as beaucoup voyagé. Théorie sénékène. Tu as été celui qui est allé voir ailleurs. Ailleurs, en Grèce ancienne, c'était d'abord l'Égypte. Aller voir ailleurs. Donc, d'aller voir ailleurs nous fait décoller de cette expérience coutumière dans laquelle la pensée s'enlise et nous porte à ce détachement et ce risque qu'on prend, n'est-ce pas, en s'interrogeant par mise en rapport. À cause donc de la théorie, et donc ce qui a tant, si bien engagé la pensée grecque, ou la portée, qui est cet intérêt pour un savoir pour le savoir.
désintéressée, ce que dit le mot théoria par la suite. Et ce qui organise, ou ce qui, disons, donne consistance à ce détachement de l'expérience pour un savoir désintéressé, savoir pour le savoir, pour la théoria, c'est l'arrachement par les mathématiques. Vous voyez à quel point les mathématiques servent de médiation essentielle dans cette affaire. Vous vous souvenez du mot d'entrée à l'Académie de Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Géomètre parce que la géométrie, notamment dans les mathématiques, est cette science qui appelle le détachement à partir des formes telles que nous avons sous les yeux pour penser des formes pures, le cercle pur ou le carré pur. Platon lui attribue une fonction donc de treuil, olkos. Ça nous tire du sensible pour nous porter vers cet idéal. Peut-être encore comme ça, d'ailleurs, qu'on pense les mathématiques aujourd'hui dans leur formation. Ces mathématiques, c'est cette sorte d'entraînement pour justement se détacher de ce monde d'approximation qu'on a sous les yeux pour s'élever à un monde des formes pures. Épurer les mathématiques, c'est le grand souci de Platon, dont distinguer des mathématiques d'usage et des mathématiques désintéressées. Je crois qu'il faut bien voir ce rapport entre la philosophie et ce désintéressement du savoir. Vous savez, c'est ce que Aristote évoquait au départ de la philosophie. Au fond, situé d'abord en Égypte, il y avait des prêtres qui avaient le loisir de ne pas être pris dans le cours de la vie et, disons, de tout ce qu'il faut faire pour vivre, mais qui pouvaient s'en détacher et avoir une vie à part. Et donc, cette façon de penser la philosophie comme savoir pour le savoir, on dirait spéculatif, détaché des besoins de la vie et aussi donc conduisant à se détacher du divers de l'expérience pour cette exigence d'unité de l'idée. Bon, je dis cela parce que je crois qu'il faut mesurer un peu ce qui a été la singularité de notre histoire à partir de là. Et notamment le fait que cette pensée d'un plan d'idéalité, détaché de l'expérience, qui est donc le plan de la modélisation auquel on s'élève par les mathématiques, c'est ce qui a permis la formation d'une science nouvelle, qui n'est née qu'en Europe, qui est la science de la physique galiléenne, cartésienne, newtonienne, cartésienne pour les mathématiques justement, qui est cette science qui a changé le monde. La physique causaliste, mécaniste, celle qui aboutit aux lois universelles de la nature chez Newton. Et donc ce moment court de l'histoire humaine, mais c'est décisif, qui est qu'on pense en rapport à la nature, non plus de l'ordre de l'expérience, et donc d'une physique des qualités sensibles, comme chez Aristote, mais d'un savoir justement détaché du sensible par modélisation dont le langage sont les mathématiques, sont la géométrie, et qui permet donc d'avoir une prise tout autre sur l'expérience à partir de cette modélisation même. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'époque, à la Renaissance, face à la physique aristotélicienne, liée aux qualités sensibles, on appelait Galilée philosophus platonicus, platonicien, parce que justement, il revendiquait ce plan de l'idéal détaché du sensible, de l'idéal par modélisation, par abstraction, mais qui, en retour, alors nous découvre une prise incommensurable sur le sensible. Vous connaissez la grande phrase de Galilée dans l'Essayeur, 1623, quand il est dit « La philosophie est écrite dans ce livre immense qui est continuellement ouvert devant nos yeux, précise, je veux dire la nature de la physis, la nature de la physique. Il est écrit en langue mathématique, et les caractères en sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques, et sans ces moyens, il est humainement impossible d'en comprendre quelque chose. Sans eux, on ne peut que s'agiter vainement dans un labyrinthe obscur. S'agiter vainement dans un labyrinthe obscur, s'agiter vainement dans le labyrinthe obscur de l'expérience. On est enlisé en elle, on n'a pas de recul sur elle, pas de perspective, celle que nous permet justement l'abstraction, l'élévation à cette unité de l'idée, à cette possibilité du concept.
Donc je crois on ne mesurera jamais assez ce qu'a été la singularité, l'audace de ce geste de détachement par abstraction pour promouvoir un plan de représentation idéale, comme géométrique, détaché de l'expérience sensible. Il y a une autre source à cette pensée de l'idéal, si je reste dans les termes grecs, qui est ce qu'on appelait en grec cosmos. Cosmos, le monde, mais le monde en tant qu'ordonné, l'ordre du monde, la beauté du monde en tant qu'ordonné. Et ce mot, on l'attribue à Pythagore. Or, Pythagore, c'est justement de nouveau une figure en contradiction, en tension, entre d'une part, ce qu'on sait tous, le théorème de Pythagore, les mathématiques, encore elles. D'autre part, Pythagore, comme cette sorte d'homme au pouvoir extraordinaire, capacité de divination, bref, déjà sujet à la mania, au débordement, au vertige, tels qu'ils sont reconnus chez Platon. D'ailleurs, Platon s'inscrit dans cette tradition qu'on dit pythagoricienne, dont on n'a pas les textes, mais dont on voit bien à quel point elle a plié la pensée grecque dans cette tension entre, d'une part, les mathématiques, l'abstraction, et d'autre part, eh bien, l'exigence du salut. Pythagore, à la fois, il est la tradition de Thalès et d'Orphée. Et la question, alors je l'avais abordée l'an dernier à propos de l'harmonie, si douteuse harmonie, est-ce que cet ordre du monde vient du monde lui-même, immanent au monde, ou vient-il du dehors du monde, projeté en lui? Grande question des Grecs. Et la tradition pythagoricienne, celle que va représenter avant Platon Philolaos, c'est que c'est bien un ordre qui vient du dehors du monde, qui est injecté dans le monde. Donc il y a un ordre idéal qui n'est pas de ce monde, mais qui peut, dans une certaine mesure, s'intégrer dans ce monde. D'où ce dispositif qui a été si important dans la pensée grecque et d'abord chez Platon, qui est ce que d'une part on a les yeux portés vers l'idéal, et d'autre part on essaie de régir, de gérer l'expérience, le sensible, la cité. Ce dispositif que vous retrouvez dans tant de pages de Platon, qui est donc cette attitude, d'une part, les yeux tournés vers l'idéal, et d'autre part, les mains, n'est-ce pas, cherchant à façonner le sensible et l'expérience. Alors, quand je dis idéal, il faut distinguer les termes. Idéal, donc, ce n'est pas empirique, ce n'est pas non plus chimérique. Non, l'idéal a une consistance notionnelle. Il est fait d'idées qui ont cette capacité de consistance et de décrire une réalité. Donc ce n'est pas chimérique. Il faut distinguer notamment la pensée de l'idéal de ce qu'on trouve par ailleurs chez Platon, l'âge d'or. L'idéal n'est ni utopique, c'est-à-dire de nulle part, ni non plus idyllique, une sorte de chanson douce, n'est-ce pas, pour rêver. Non, l'idéal, c'est construit, c'est promu sur un plan d'idéal, mais qui a fonction de compréhension et qui peut en retour éclairer l'expérience. Donc l'idéal, c'est risqué. Il y a un terme dont Platon fait un élogisme d'ailleurs, qui est parakindunetikeos. Parakinduneion en grec, c'est oser de façon téméraire, s'exposer témérairement à un danger. Bien, c'est ce que fait la philosophie. Dans sa promotion d'idéalité, elle s'expose témérairement à un danger. Un danger qui est cette promotion d'un plan idéal détaché de l'expérience. Pour en attendre, bien sûr, des effets. C'est dans quoi, évidemment, l'idéal se distinguera de ce qui est chimérique ou de ce qui est utopique. C'est qu'on en attend un effet en retour pour, disons, apporter de l'ordre, permettre de mieux gérer notre expérience. Alors, si je passe en revue comme ça, hâtivement, ces ancrages premiers, l'invention première, donc, c'est celle de l'eidos, de la forme idée, ce plan des idées.
La seconde, c'est ce cosmos comme ordre, mais ordre justement venant d'ailleurs et venant s'intégrer dans l'expérience. L'autre grand mot grec, vous le savez, qui vient se mettre en tension justement avec eidos, l'idée abstraite, l'idée en tant que concept, c'est éros, c'est le désir, c'est la pulsion du désir. Je crois que l'idée est née de ce branchement entre, d'une part, l'eidos comme forme modèle, par abstraction, exigence de l'esprit, et puis Eros. Eros qui est le désir le plus ancré, le désir dans sa pulsion même. Et c'est cette tension qui est celle de la pensée platonicienne, mais qui est justement ce à partir de quoi se déployait la pensée de l'idéal. C'est donc que eidos, l'idée, est objet d'éros, de désir passionné. J'ai dit que l'idéal était d'une part le fruit d'une restriction, d'avoir réduit la sagesse à la science, et en même temps d'un débordement. L'envol de la pensée, son délire, son inspiration. Donc, l'idéal exige, pour s'ériger, d'une part, un plan de l'argumentation définitivement dégagé à la fois de la diversité du sensible et de la mobilité de l'affect. Ce plan donc du concept unificateur ou de l'idée du beau. Mais en même temps, il plonge pour nous mobiliser aux sources de l'investissement passionnel, pulsionnel, le plus élémentaire, le plus brutal, Eros. Érotique de l'idée. Ou encore, je dirais que l'idéal s'offre comme un tout harmonieusement ordonné, cosmos, élevé à titre de modèle ou de paradigme sur lequel on a les yeux fixés, cet eidos. Mais celui-ci se découvre en même temps l'objet d'éros. Cela se comprend à partir de la façon dont les Grecs ont compris l'amour, en tout cas chez Platon. Ou le désir. Le désir, c'est le désir de quelque chose. C'est la leçon de grammaire que Socrate fait dans le banquet. Désir signifie désir de. Et si on désire quelque chose, c'est que cette chose nous manque. Donc voilà, il y a un manque au départ. Et nous venons compenser ce manque par l'érection de l'idéal. De l'idée en tant qu'idéal, parce que l'idée, elle est dans son plan idéal d'orientation. Elle ne nous touche pas comme telle. Non, mais c'est parce qu'elle se branche sur les désirs que l'idéal devient idéal. Que cette idée abstraite, répond à notre manque le plus profond. Et donc on passe de idéal à idéal. L'idéal, c'est l'idéal branché sur Eros. Donc sur le manque. Et c'est vrai que les Grecs ont construit le monde dans ce rapport de désir et de manque. Par exemple, le particulier désire, Eros, le général, où la matière désire la forme. La matière désire la forme. Et vous savez que Dieu, le Dieu d'Aristote, il meut le monde, mouvoir, kinei, il meut le monde en tant qu'il est objet d'éros. Que tout le monde entier, toutes les choses du monde sont tendues de désir, d'éros vers ce Dieu. Et Dieu, il est kinei oséroménon, Dieu bouge le monde en tant qu'il est objet d'éros pour tous les éléments du monde. Donc cette idée essentielle des Grecs, d'une part, promotion par abstraction de l'intelligible de l'idée, et d'autre part, en même temps, l'intelligible de l'idée et le désirable. Donc branchement de idéal sur l'éros qui fait l'idéal. Alors, il y a un lieu de cela, de l'idéalité. Il a son nom en grec, c'est là-bas, ékeï. Il y a une topologie de l'idéal, puisque nous avons, et ça c'est la langue européenne qui le dit, le grec, le latin, le français, il y a ici où je suis, là où tu es, terme dédaigné, et là où il est, terme loué, exaucé. Hic, iste, il est, n'est-ce pas? Donc, il y a un lieu découpé du lointain, qui est ce lieu du là-bas, du il, et qui est le lieu
du là-bas désiré. D'où le grand thème platonicien du fuir là-bas. N'est-ce pas ? Notre vie est une aspiration à fuir là-bas, dans ce lieu. Donc là-bas, ce n'est pas lointain. Le lieu, là-bas, c'est un lieu découpé dans le lointain, qui est le lieu de l'idéalité, ou ce que Platon appelle pédion tassaleteias, la plaine de la vérité. C'est une plaine de la vérité, là où notre âme pourrait se nourrir, etc. Donc, fuir là-bas, c'est quand même la grande, disons, construction dramatique de la pensée européenne. Il y a un là-bas consistant, auquel il faut se rendre le plus tôt possible. C'est l'appel platonicien, mais c'est ce qu'on retrouve d'autant plus inscrit en grec qu'il y a quand même dans la tradition grecque ces deux mondes, le monde des dieux, le monde des hommes, avec leur séparation, et disons, à partir de là, cette idée si marquante qui a tant frappé Nietzsche, pour s'y opposer, qui est ce qu'il appelle le pessimisme grec, dont on a un peu oublié, parce qu'on dit toujours le bonheur grec, n'est-ce pas, cette sorte de bonheur premier, en oubliant ce qui, dans la tradition grecque, avant même Platon et le développement de ce qu'on appelle la philosophie, ne cesse de montrer ce monde-ci comme un monde, disons, à fuir. D'où cette aspiration, d'où ce manque, d'où cet héros qui va nous porter vers l'idéalité. Parménide, je cite en Parménide, fragment 12, « L'odieux enfantement de toutes choses. » Stygéros, vous entendez le Styx, la rivière du Styx, c'est pas, la rivière des morts. Théognis, donc en amont de la philosophie, je cite, « Le plus enviable de tous les biens sur terre est de n'être point né, de n'avoir jamais vu les rayons ardents du soleil. Si l'on est, il est de franchir au plus tôt les portes de l'Hadès et de reposer sous un épais manteau de terre. » Bon, c'est grec. Il ne faut pas oublier cette Grèce-là, qui est celle de ce rejet du vital. Vous vous souvenez de la fameuse histoire de Cléobis et Biton, dans Hérodote, où ces deux jeunes garçons ayant rempli le souhait de leur mère, eh bien, leur mère demande au temple qu'il leur arrive ce qu'il peut y avoir de meilleur, et quand elle les retrouve, ils sont morts. Donc il y a cette, vous voyez, pour creuser un peu ce manque d'où vient des roses d'idéalité, donc ce que Nietzsche appelait le pessimisme grec, cette façon de penser la vie présente comme étant détestable, hein, et à fuir pour... ce que vous trouvez donc chez Parménide, que vous trouvez si fortement dit dans le texte d'Empédocle, Les Purifications, qui est l'exode, l'exil d'une âme qui a dû connaître, justement, comme chez Platon, un avant satisfaisant et qui a chuté sur terre et qui ne cesse d'errer. Cette figure de l'errance, n'est-ce pas, de port en port, qui est déjà un peu celle d'Ulysse, même si chez Ulysse c'est dans un propos plus merveilleux, quand il est dit, et dans Empédocle, Les Purifications, « Moi aussi maintenant je vais aller ce chemin exilé du Dieu et errant. » Exilé du Dieu et errant. Vous voyez cette image de l'exil, image originaire ici, n'est-ce pas, de l'exil sur terre, où j'ai pleuré et poussé des cris en voyant ce lieu étranger. Ou encore, hélas, hélas, race misérable des mortels, de quel gémissement procède ta naissance, etc. Donc oui, il faut, je crois, inscrire cette pensée de l'idéal, cet avènement de l'idéal, dans cette sorte de refus n'est pas suffisant, de volonté de s'écarter de ce qui est le caractère décevant, voire repoussant, de l'expérience présente. Tel que les Grecs, en tout cas, l'ont forgé, et tel qu'ils portent cette pensée du là-bas, dans lequel on pourrait fuir. Alors, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est que de cette pensée de l'idéalité, promue à partir du divers de l'expérience pour s'en détacher, et donc figurer une sorte de bien en soi, de perfection satisfaisante, mais sur ce plan, donc, purement idéal, c'est ce qui n'a cessé d'animer notre pensée politique. C'est pourquoi j'y tiens. C'est que l'aidos, comme forme idéale, elle se pense en politique comme étant la bonne forme du politique, ou la forme idéale du politique. Et notamment, dans la pensée grecque,
des eide tes politeias, c'est-à-dire les formes modèles du politique. Ça, je crois que c'est essentiel pour notre histoire, pour comprendre comment on doit penser non seulement la politique, gestion des rapports de force, mais le politique, c'est-à-dire cette conception d'idéalité qui porte la possibilité d'essor, de progrès du politique. Et donc cette réflexion qui est grecque, qui est de comparer les régimes pour voir quels sont les meilleurs, ce que vous trouvez chez Hérodote, puis chez Platon, puis chez Aristote, puis chez Montesquieu, n'a cessé de traverser l'histoire politique européenne, qui est donc des idéalités politiques. Et c'est cela qui a permis de concevoir, de fonder une pensée du politique qui dépasse le rapport de force, la violence, pour la porter sous couvert d'idéalité. Eide tes politeias, donc les bons régimes, discussion sur la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, les formes bonnes, les formes moins bonnes, bref, comparer cela. Et vous voyez que là, il y a un usage crucial, la notion d'idéalité, et c'est elle qui a porté le développement de la pensée politique en Europe, à partir des Grecs, sous ce terme donc des eide tes politeias, des formes idéales du politique. Avec comme accomplissement la pensée de la loi comme étant ce qui focalise dans sa forme même, n'est-ce pas, cette idéalité du juste. Et à partir de là, d'une raison par modélisation. Ce qui me paraît le grand héritage, je crains ce mot, mais disons la grande chose que les Grecs nous ont livrée, qui est, sous le terme de logos, cette modélisation qui permet de se détacher de l'expérience pour trancher en elle avec une ressource extérieure à cette expérience et construite, érigée à partir de cette idéalité, de cette modélisation. Vous trouvez cela parfaitement dit dans Parménide, au fragment 7. Parménide, donc avant Platon, et qui sépare les deux voies, celle de l'être et du non-être, celle de la vérité et celle de l'inconsistance, qui dit ainsi: toi, écarte donc ta pensée de cette voie de recherche, celle qui se perdrait dans l'expérience et donc dans l'inconsistance, et qu'une habitude aux nombreuses expériences ne te force pas. Voilà, c'est dont il faut se détacher. Il faut se détacher de l'habitude aux nombreuses expériences, que le grec appelle d'ici bien ethos polupeiron. Peiron, peiras, empeiria, l'expérience, polupyrique, je traduirai en français. C'est-à-dire, l'empirique, il peut être que nombreux, il peut être que toujours fourmillant. Donc il faut se détacher de cet ethos, de l'expérience comme ça, toujours plurielle. Le long de cette voie, alors, il ne faut pas donc, conformément à cette expérience polupeiron, cet ethos polupeiron, cette façon de se conduire, ethos, qui reste prise dans cette multiplicité d'expériences qui pullulent, il ne faut pas donc être conduit par là à agiter un regard sans but. Noman ascopon homa. Donc d'avoir un œil qui, ballotté par ce divers d'expériences, et qui ne fournit pas de scopos, c'est-à-dire de cible, de visée. Contrairement, vous voyez, au dispositif platonicien qui vient après, on a l'œil porté sur l'idéal. Si vous n'avez pas cet horizon d'idéalité, votre œil ne cesse d'errer ou de se mouvoir dans ce plan d'expériences multiples. Parallèlement à l'œil qui serait sans visée, ce serait l'oreille bourdonnante d'écho, bruyante d'écho. Il faut quitter tout ça. Il faut donc se détacher de cette façon de se conduire, ethos, façon de se conduire donc noyée dans le divers de l'empirique et son indéfinie multiplicité, pour faire quoi? Krinaï, trancher logo, trancher par le logos. Trancher par le logos, donc qui est cette formalisation idéale, logique, qui fera qu'au lieu d'être pris dans ces balbutiements de la pensée
qui ne conduisent à rien, qui n'aboutissent pas à une visée, eh bien d'être pris dans cette... de pouvoir trancher. On s'est détaché et on tranche. On tranche logo datif par le logos, discours, raison. Donc cette modélisation, cette formalisation logique qui permet de trancher, Poudérine et Lencon, la réfutation polémique. Alors je dirais c'est votre histoire que j'ai dit singulière, mais pourquoi? On pourrait dire, mais c'est la banalité de l'esprit humain. Bah oui, l'homme pense comme cela, en détachant un plan d'idéalité, en édifiant cette notion d'idée, de pure idée, et puis en pensant à partir de là une formalisation logique. C'est sa pensée. Alors, je voudrais revenir très rapidement, bien sûr, parce que l'affaire est immense, mais essayer de voir du dehors et non plus du dedans notre histoire intellectuelle. De voir du dehors, c'est-à-dire en remettant en perspective, prenant du recul, ce que j'ai décrit là si rapidement du dedans. Alors, ce recul, vous le savez peut-être, je le prends dans une culture extérieure, une langue culture extérieure, comme la culture chinoise, et je me suis demandé pourquoi la notion d'idéal n'était pas advenue dans l'espace culturel chinois. Non pas pour relativiser l'émergence, l'avènement de la pensée de l'idéal côté grec, européen, mais pour en mesurer la singularité inventive. Oui, ce n'est pas banal que de penser l'idéal. Il faut des conditions de possibilité, marquées dans l'histoire, portées par un développement de la pensée, et il y a d'autres développements de la pensée qui peuvent passer à côté de l'idéal. Alors c'est ce que je voudrais évoquer très rapidement en disant par exemple, signalement ça, c'est que la pensée chinoise a commencé à penser non pas à partir du doute, donc du détachement par rapport à l'expérience, mais à partir d'un verbe si important en Chine, qui est xuer, qui est imiter, étudier, s'appliquer. Le premier mot des entretiens de Confucius. Prendre ça comme verbe premier, non pas douter, s'étonner, se détacher, mais prendre comme verbe premier, étudier, imiter, s'appliquer. Sui-h-sij, oui, le roux. Étudier et revenir dessus couramment, est-ce que ce n'est pas la joie? Nous dit Confucius comme premier mot de cet entretien. Bon. Et l'idée que donc penser, c'est mettre ses pas dans les pas précédents. Non pas couper, non pas rompre, non pas douter, mais au contraire, comme l'idée d'entretien, réchauffer ce qui s'est déjà pensé. Vous voyez que là, il y a un autre départ possible, cohérent, fécond, productif, mais qui n'est pas celui du doute et donc de la philosophie et donc de l'idéalité. Ou encore, objet d'étonnement pour moi de voir qu'il n'y a pas de terme en chinois, dans la tradition chinoise classique, pour dire proprement idée. Mais ce terme que j'aurais cru banal, comme il n'y a pas pire, n'est-ce pas, comme terme usuel, eh bien non. Non, l'idée d'avoir détaché un plan, détaché du sensible, détaché de l'expérience, un plan de l'idéal. Donc d'une orientation qui pour moi n'est plus affective. Par abstraction. La pensée chinoise a développé l'idée de genre, de catégorie, qui s'appelle genos en grec, mais pas d'aidos. Il n'y a pas de terme qui disent purement idée. Le terme qui traduit idée aujourd'hui en chinois moderne, i, signifie en chinois classique incitation intérieure. Donc il n'est pas coupé de mon affectif. Il reste, disons, dans l'ordre de la citation de l'esprit, mais non pas ce plan séparé de tout affectif, projeté dans un pur idéal qui est celui de l'idée. Et alors, ce qu'on ne voit pas du tout en Chine, ce qui a été si moteur chez Platon et chez les Grecs, c'est l'idée d'un savoir désintéressé. L'idée qu'on puisse penser un savoir pour le savoir, théorien. Car l'idée chinoise, évidemment, c'est que si vous faites ça, vous vous coupez l'expérience. C'est logique. Si vous en détachez, donc vous êtes en rupture avec l'expérience, vous n'êtes plus en phase avec les processus, avec la nature, avec le cours du monde. Vous vous en retranchez, donc vous en détachez, et vous avez perdu cette capacité à participer, ça en chinois, participer à ce cours du monde dans sa globalité. Donc il y a une méfiance très nettement dite, et c'est un point les plus intéressants de la pensée chinoise antique, c'est cette défiance à l'égard de la connaissance, comme pure connaissance. Connaître, quand c'est d'usage, quand ça sert, c'est très bien. Mais connaître
si ça devient théorique, si ça devient spéculatif, si ça devient ce risque de penser pour penser, donc séparé de l'usage, alors ça devient suspect. Parce qu'on y passe sa vie, on y dépense son énergie, on y épuise son souffle vital. Et pourquoi? Donc des intérêts, plutôt méfiance, pour un savoir absolu. Ce qui fait par exemple qu'en Chine, vous n'avez pas de mathématiques pures. Un des intérêts pour la géométrie. Cette géométrie dont Galilée nous dit quelle est la façon théorique d'aborder la nature, la physique. Quasiment pas de géométrie, parce que la géométrie, c'est justement passage à des formes pures, détachées du sensible. Si je poursuis ce vis-à-vis réflexif, donc pour voir cette affaire de l'idéal, non plus seulement du dedans, tel que nous nous racontons son histoire, mais d'un dehors possible, à partir de notre culture, et donc de faire quelque chose qui n'est pas du tout comparé. J'insiste chaque fois là-dessus. Ce n'est pas parce que je mets une chose à côté d'une autre que je compare, en termes de ressemblance ou de différence. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'organiser un vis-à-vis réflexif, qui permet de réfléchir chaque pensée dans l'autre, et donc de pouvoir sonder l'impensée de chacune de ces pensées. Donc, essayer de sonder, à partir du dehors chinois, l'impensée de notre pensée de l'idéalité, l'avoir du dehors, et donc d'en faire apparaître la singularité inventive, et pour la sortir de la banalité dans laquelle, sinon, on pourrait la laisser. Alors, si je poursuis un peu ce vis-à-vis, eh bien, je dirais que justement, la question que se posaient les Grecs, d'où vient l'ordre du monde? Est-ce qu'il vient du dedans du monde? Ou est-ce qu'il vient d'un dehors du monde? L'idée qu'il puisse venir d'un dehors du monde, c'est ça qui a porté l'idéal. Une forme optimale sur laquelle j'ai les yeux branchés, tournés. Alors, du côté chinois, c'est clair. Là, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de discussion. L'ordre, il vient du dedans. L'ordre est immanent. L'ordre, c'est l'harmonie telle qu'elle vient du dedans même des processus. Autrement dit, la régulation. Je reviendrai dans une autre séance, penser de la régulation, c'est-à-dire d'une harmonie qui se maintient au travers du changement, mais de façon interne, par cohérence propre, et non pas par un ordre qui viendrait d'un ailleurs. C'est ce qui fait, alors quand je poursuis cela sur le plan politique, et j'évoquais l'intérêt ou la fécondité de la pensée de l'idéal pour penser les formes du politique, les eide tes politeias, c'est qu'effectivement, comment s'est inscrit l'idéal dans notre histoire? Une des formes les plus élémentaires, c'est la révolution. Théorie révolutionnaire, puis praxis, on élabore une idéalité politique, et après on la projette pour la faire entrer, coûte que coûte, en forçant, n'est-ce pas, dans la matière résistante. Ce qui est un grand schéma dominant de la pensée européenne, une idéalité projetée ensuite sur le sensible, sur l'expérience, pour, disons, la promouvoir. Pensée de la révolution. Théorie révolutionnaire, en termes d'idéalité, et ensuite, praxis, pour faire entrer cet idéal, entrer peut-être coûteuse dans la réalité. La notion de révolution n'a jamais existé en Chine. C'est un pur emprunt de la Chine moderne à l'Occident. Au moment où l'Occident, s'impose en Chine, c'est une notion qui n'est pas banale du tout, qui est une notion liée à cette idéalité, et donc promotrice ensuite dans l'histoire, emprunt par la Chine. Et l'éros même, on pourrait croire que là, l'amour, c'est partout. Je pense qu'il faut regarder les choses encore de plus près, être sensible aux singularités de la pensée, parce que la pensée, dans sa banalité, elle est plutôt ennuyeuse. Ce qui est intéressant, c'est quand, justement, de l'écart se creuse et qu'un possible émerge, s'esquisse, qui nous sort de cette pensée amorphe. Eh bien, la pensée de l'amour en Chine, elle est quoi? Elle n'est pas de l'éros, elle n'est pas du manque, elle n'est pas liée à l'expérience du manque. L'expérience est liée à l'expérience de l'affect, de la réaction. Action et réaction, affection, incitation. Bref, de l'ordre de l'affect, au point qu'une conséquence majeure, en tout cas pour nous, c'est comment a-t-on traduit philosophie en chinois? Philosophie, c'est quand même philein, c'est l'éros, c'est le désir de la sophia. Traduit en chinois, japonais, on a mis 20 ans en Chine à traduire ce mot, mais la traduction ensuite est devenue canonique, on a traduit par « je suis ». Tetsugaku en japonais, « je suis », c'est-à-dire clarté, lumière, suis, étude, imitation, application, le fameux mot de Confucius, le premier mot des entretiens de Confucius. Donc, c'est lumière, clarté, oui, mais
Non pas désir, mais étude, application, imitation. Vous voyez donc cet écart est significatif, même si bien sûr un rapprochement est possible dans l'histoire. Et je trouve ça intéressant de voir comment, alors si j'essaie de relier les deux bouts du grand continent, Chine d'un côté et Grèce de l'autre, entre deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une culture à haute époque, et c'est la culture chamanique. Les chamans, c'est justement, et les chamans, c'est cette histoire qui va justement jusqu'en Grèce et jusqu'en Chine. Donc là, on a une sorte de rapprochement historique qui est que dans l'entre-deux, il y a cette pratique chamanique qui va donc se déployer et du côté grec et du côté chinois. Du côté grec, on en connaît un texte célèbre, c'est Parménide, justement, encore lui. Et le début de Parménide, qui est ce thème du voyage initiatique. C'est-à-dire le jeune homme, couvert de fleurs, de guirlandes, qui s'en va comme ça sur les cavales, et qui va dans le ciel, et dans le ciel s'ouvrent les portes, les pulailles, les portes par lesquelles la déesse va lui dire la vérité de l'être. Donc là, vous avez une mise en scène chamanique qui se trouve progressivement accoucher du philosophique. Avec ces portes qui s'ouvrent, une révélation de la déesse qui apprend aux jeunes néophytes, à distinguer l'être du non-être, et donc l'engage sur le chemin de la vérité. Vous avez la même scène dans la pensée chinoise antique, celle du voyage initiatique. Vous savez, dans la tradition chinoise, chez Chuan notamment, ça ne débouche sur rien. Parce qu'il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas d'au-delà qui soit porteur de révélation. D'où l'idée que le là-bas en Chine reste un là-bas du lointain. Il ne se découpe pas dans le lointain un là-bas précis, mais il y a l'idée du lointain par opposition au proche, et l'idée que on passe du proche au lointain. D'où cette formule si importante dans les entretiens de Confucius, le Tao n'est pas loin de l'homme. Tao Bouyanzhen, le Tao n'est pas loin de l'homme. Donc vous voyez ce qui fait obstacle à l'idéalité. Si le Tao n'est pas loin de l'homme, il n'y a pas tout cet espace immense qui permet de promouvoir par détachement un plan de la représentation idéale séparé de l'expérience. Bon, je ne veux pas citer là-dessus, mais simplement indiquer qu'on pourrait poursuivre ce vis-à-vis réflexif infiniment loin, notamment réfléchir à l'opposition, à l'écart plutôt, entre la loi porteuse d'idéalité en Europe et le rite, qui n'a rien d'idéalité du côté chinois, mais qui est normatif. Donc distinguer idéalité et normativité. Idéalité de la loi, dans sa formalisation. Oui, belle phrase de Montesquieu au début de l'Esprit des lois, quand il dit ceci. Montesquieu a ouvert notre intelligence au dehors de l'Europe, sur un mode fictif avec les lettres persanes, mais ensuite, dans une enquête très, très, très exigeante, des formes possibles du politique, l'esprit des lois, et donc de ce qu'on pouvait trouver ailleurs, hors d'Europe. Phrase que je trouve étonnante chez Montesquieu quand il dit, étonnante d'intelligence. Les législateurs de la Chine firent plus. Ils confondirent la religion, les lois, les mœurs et les manières. Tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Les préceptes qui regardaient ces 4 points furent ce qu'on appela les rites. Vous voyez que la phrase commence par les législateurs et finit par les rites. Or, tout est dans l'entre-deux. Justement, c'est que les Chinois ne sont pas des législateurs. Ils ne conçoivent pas des lois. Ils donnent forme à des rites. Rite est un mauvais terme pour traduire en français, parce qu'on n'a pas d'équivalent dans notre langue et dans notre expérience politique. Donc, traduit par rite, mais c'est une traduction beaucoup trop réductrice. Les rites sont les normes comportementales. Les normes comportementales qui canalisent la conduite ou qui la régulent. On est donc dans l'ordre de la normalisation, de la régulation, de la canalisation, et non pas du tout de l'idéalité. Donc vous distinguez le normatif de l'idéal. J'en prends un exemple. La loi commande, c'est ce qu'on sait depuis les Grecs. Et elle commande à raison. Souvenez-vous des lois dans le Criton de Platon, quand les lois parlent à Socrate, Socrate jugé, Socrate condamné, et qu'elles lui disent tu as vécu sous nous du temps au temps précédent, maintenant tu es condamné, voilà, ça continue parce qu'il faut obéir aux lois de la cité. C'est une obéissance consciente, intelligente.
la loi commande, le rite non, il conditionne. Vous savez qu'on a une étymologie fausse. Bon, en grec, c'est que loi, nomos, se rapproche de nous, l'esprit, l'intelligence. Eh bien, étymologie fausse aussi en Chine, le rite, c'est la chaussure. Vous mesurez l'écart. La chaussure, parce que si la chaussure est bonne, on ne sent pas la chaussure. Elle n'est pas bien de bien marcher. Donc l'idée du normatif, de ce qui est la bonne régulation des choses, et non pas l'idéalité. Donc entre normatif et idéal. Pour justifier cet excursus, simplement parce que citer une phrase que j'ai trouvée dans un journal chinois de l'année 1900, où pour la première fois on introduit en Chine la notion d'idéal. Bon, pour une fois qu'on a un lieu précis, il ne faut pas le rater. Et notamment, cette première fois qu'apparaît le mot idéal traduit en chinois, c'est à propos des concessions et de l'oppression que l'Europe fait peser sur la Chine. Alors, historiquement, je trouve ça très fort, si vous voulez. Le fait que la pensée chinoise commence à intégrer la notion d'idéal pour résister à la colonisation européenne. Je vous cite la phrase. La Chine est coupée en morceaux, c'est les concessions, hein, c'est la Chine du 19e siècle, à la fin du 19e. Telle est la tendance d'ensemble, c'est l'évolution actuelle, mais conserver son intégrité et affirmer son indépendance, tel est l'idéal. Li Xian. Et il y a une note. Le journaliste a introduit une note. C'est à l'époque où les journalistes étaient encore savants. Note, c'est idéal, Li Xian, terme de la philosophie désignant le lit de la pensée. Il s'agit d'un emprunt. Alors qu'est-ce que c'est que de signaler cela comme un emprunt fait à la langue européenne, à l'époque où la Chine est sous la colonisation, donc doit se soumettre à ce savoir nouveau qui vient d'Europe, et trouvant dans le vocabulaire européen un terme à tirer de lui pour s'opposer à cette oppression que l'Europe fait peser sur la Chine. Bon, ce moment historique me paraît important, d'autant plus que si vous pensez que comment a-t-on traduit cette fameuse Politeia de Platon en chinois dans son titre, c'était traduit pays de l'idéal, Li Xiangguo. Res publica, n'est-ce pas, la Politeia, traduit par le latin la République, non, c'est pays de l'idéal. Donc, vous voyez l'intérêt qu'il y a à voir les choses du dehors, pas seulement du dedans, et nous raconter notre histoire à partir des autres. Est-ce que c'est seulement les autres du dehors ? Je pense que l'idéal est travaillé par une hétérotopie non seulement externe, celle que j'ai fait jouer si hâtivement avec la Chine, mais interne. Quel serait le mot que nous mettrions en face, en opposition d'idéal, au-dedans même de la pensée européenne, ou plus généralement de la culture européenne ? Je crois qu'on le trouve dans une phrase de Braque, qui donne à réfléchir. Je vous l'ai dit déjà, j'aime beaucoup lire les textes des peintres, surtout quand ils sont comme ce fameux texte de Braque, Le jour et la nuit, qui ne font que 10 pages. Un livre court, mais un livre dense. Et notamment dense parce qu'il fait l'opposition entre ce qu'il rejette, qui est l'idéalité. Cette idéalité de la peinture depuis la Renaissance, ces formes idéales du beau, que toute la peinture moderne va vouloir briser pour s'en libérer. Et ce qu'il va donc faire réémerger en face de l'idéalité comme étant l'autre possible interne, possible intérieur à la culture européenne, qui est ce qu'il appelle le spirituel. Et je pense qu'effectivement, il y a un écart puissant dans cette opposition. L'idéal, en termes de forme, eidos, de formes modélisées, ces formes modélisées, notamment dans le dessin des corps, mais aussi dans la perspective, dans tout ce qui est cet appareil d'idéalisation promu par la peinture européenne, et puis quelque chose d'autre qui échappe et qui pourrait permettre de s'en libérer, ce qu'il appelle le spirituel, et qui le prend au Moyen-Âge face à la Renaissance. La peinture de la modernité, c'est bien celle qui veut sortir des cadres ou des carcans de la peinture classique, idéalisée, peignant l'idéalité, les Vierges à l'enfant, les Apollons, enfin toutes ces choses-là, pour retrouver quelque chose qui leur a totalement échappé, et qu'on va donc prendre sur ce terme bien sûr ambigu, mais de spirituel. Quand vous pensez par exemple les corps allongés du Gréco, ou chez Cézanne,
les baigneuses de Cézanne ou les peintures de Rouault, enfin toutes ces peintures justement qui font rupture dans toute représentation idéalisée pour laisser passer quelque chose qui soit le spirituel. Et là, on pourrait de nouveau rencontrer la pensée chinoise de l'esthétique, dont la mission est bien de Chuan-Shen, transmettre l'esprit. Donc je voyais l'hétérotopie, c'est-à-dire le lieu ailleurs, il n'est pas seulement ailleurs dehors, il est aussi ailleurs dedans. Dedans, nous cessons, et c'est ce qui fait que nous pensons, c'est que nous cessons de penser dans une pensée qui est travaillée par d'autres possibles, et donc il y a, je crois, une tension dans la pensée européenne entre penser l'idéalité, qui a triomphé à l'âge classique, et puis un refoulé de cette pensée de l'idéalité que le terme du spirituel peut d'une certaine façon désigner. Mais peut-on sortir pour autant du terme d'idéal? S'il y en a un qui a voulu le faire en philosophie, c'est Nietzsche, pour dénoncer l'idéal. Dénoncer l'idéal comme étant cette chose si fallacieuse, comme ça, élaborée par rupture de l'expérience, et ensuite rabattue sur l'expérience, et donc brimant l'expérience, brimant la vitalité, brimant la vie, brimant tout ce qui était, se trouvait comme ça soumis à cette forme extérieure s'imposant à elle. Vous vous souvenez sans doute de la troisième dissertation de la généalogie de la morale de Nietzsche, qui est ce grand cri de colère, c'est trop peu dire, de révolte contre cette idéalité, et d'abord idéalité morale, venue s'imposer à l'expérience, et donc la brimant, la restreignant, bref, l'épuisant. Ce qu'il a appelé l'idéal ascétique, justement. Oui, il y a donc ce grand cri contre l'idéal qui est venu comme ça brimer, refouler ce qui était la capacité même de la vie. Mais en sortons pour autant. C'est la question qui, je crois, se pose chez Nietzsche, et notamment, alors bien sûr, Nietzsche ne cesse de dire qu'il y a ce mensonge de l'idéal, parce que imposer, surimposer, venant comme ça contrefaire, rendre fallacieuse notre pensée. Dans le Ecce Homo, un des derniers textes de Nietzsche, vous retrouvez cela dans l'avant-propos. L'idéal, c'est l'idole. Il faut donc le renverser. Je vous cite, « Dans la même mesure où l'on inventa le mensonge d'un monde idéal, on a ôté à la réalité autant de sa valeur, de son sens, de sa véracité. » Ce mensonge idéal, dit Lüge des Ideals, je cite, « Ce mensonge idéal fut jusqu'ici, c'est Nietzsche prophète, n'est-ce pas? Ce mensonge idéal fut jusqu'ici la malédiction suspendue au-dessus de la réalité. » Donc l'idéal vient comme ça, c'est détaché de la réalité, s'en est abstrait, et voilà, ensuite pèse dessus et la brime. Donc le mensonge de l'idéal fut jusqu'ici la malédiction suspendue au-dessus de la réalité, et par lui, l'humanité même est devenue mensongère. Ah oui, formée par cet idéal, on devient nous-mêmes mensongers et fausses, jusque dans les instincts les plus profonds. L'idéal nous a pervertis. L'idéal a versé dans l'idéalisme. Et donc nous a pervertis, nous trompe parce qu'il a dérangé notre rapport à la réalité. Il a dérangé, c'est-à-dire qu'il nous a détachés d'elle et a fait comme ça, a introduit entre la vie et nous, eh bien, quelque chose de fallacieux, ces formes idéales qui, en fait, la corrompent. Donc, c'est dit. L'idéal n'est qu'un mensonge. Or, peut-on néanmoins s'en passer de ce concept d'idéal? Eh bien, dans le même Ecce Homo, on voit bien qu'il n'en sort pas. Alors, la condamnation est facile. La condamnation d'idéal du point de vue idéologique. Ça, c'est facile. Mais peut-on pour autant, à partir de cette
histoire européenne dans laquelle nous sommes, se passer du terme d'idéal, renoncer à l'usage du concept. On peut le nettoyer de l'idéologie qu'il a portée, oui, mais peut-on pour autant renoncer à ce à quoi il nous sert comme outil pour penser et pour promouvoir, y compris la vie. Dans toujours Ecce Homo, cet autre passage, où là, Nietzsche parle de son idéal. Alors s'il y a son idéal, bien sûr, refus de l'idéalisme, c'est donc qu'il ne peut pas parvenir à se débarrasser de cet usage fécond, utile, promoteur de l'idéalité. Je cite, « C'est un autre idéal que nous poursuivons, un idéal étonnant, séduisant, plein de dangers. Donc c'est plus l'idéalité de l'idéologie conformiste, mais c'est un autre idéal. Donc on reste à l'intérieur de l'idéal pour critiquer l'idéal, devenu l'idéalisme. » Je cite encore, « L'idéal d'un esprit qui, naïvement, c'est-à-dire sans plus supporter ce recouvrement par l'idéologique et la métaphysique, l'idéal d'un esprit qui, naïvement, c'est-à-dire sans intention et par une plénitude et une puissance débordante, quelque chose qui nous ramène à la mania platonicienne, se joue de tout ce qui jusqu'alors a passé pour saint, bon, tangible, divin. » Donc voilà que, d'une part, Nietzsche entreprend le procès de l'idéal comme romantation fallacieuse, donc abîmant nos vies, et en même temps ne peut pas renoncer à l'usage, à l'utilité, peut-être le terme est devenu indispensable, pour exprimer un idéal qui est celui d'une vie libérée de tout ce poids idéologique, mais pour le dire, c'est bien le terme d'idéal qui en reste le creuset. Alors je crois que cela nous conduit à la modernité. Et quelle est à cette question, qui devient la question décisive, pourquoi avons-nous besoin du terme idéal? Une fois qu'on en a comme ça balisé rapidement l'histoire, du dedans et du dehors, et en quoi ce terme s'impose-t-il à nous, ou en tout cas nous est nécessaire? Alors, il y a un lieu dans la philosophie où cela a été fortement pensé, c'est chez Kant, donc l'allemand de la modernité, et c'est les premières pages, la fameuse dialectique transcendantale de Kant, dans la raison pure. Kant cherche un mot dont il se dit, créer un mot, c'est quand même coûteux. Hein. Les néologismes, il faut les justifier, et puis est-ce que ça va être adopté ou non? Est-ce que je ne peux pas trouver un mot, dans les langues anciennes, un mot qui pourrait être un mot utile pour dire ce que j'ai à dire, qui est au fond ce qui est l'aspiration même et de notre connaissance et de notre expérience. Donc c'est rare que Kant se mette à faire de l'examen terminologique dans une perspective historique, mais là il le fait parce qu'il cherche le mot, le bon mot. Le mot dont on ne peut pas se passer. Et c'est ce mot, c'est idée. Idée devenant idéal, car c'est au XVIIIe siècle, d'ailleurs, que le mot idéal s'implante dans les langues européennes. Et donc, au début de la dialectique transcendantale, chercher dans les langues mortes, et finalement, non, on revient à Platon. Alors que tout l'effort de Kant, c'est sortir de la métaphysique classique, donc de son dualisme, en même temps, retour à ce mot dont on ne peut pas se passer, celui d'idée. Au point que Kant va dire « je vais le comprendre mieux que Platon lui-même ne l'a compris ». Donc je reviens à Platon. J'aime beaucoup cette phrase, parce que c'est ce qu'on essaie tous de faire, de dire à Platon « Platon, je te comprends mieux que toi ». Je crois que tout philosophe depuis Platon ne cesse de faire ça. Je repasse par toi pour te comprendre mieux que tu ne t'es compris toi-même. C'est ce que dit Kant. Je remarque seulement qu'il n'y a rien d'étrange à ce que, soit dans l'entretien familier, soit dans les écrits, on arrive en confrontant les pensées d'un auteur, les pensées qu'un auteur exprime sur son objet, à le comprendre mieux qu'il ne s'est compris lui-même. Donc je vais comprendre Platon mieux que Platon. Donc je vais reprendre son terme d'idée, mais je vais le retravailler de façon à ce qu'il soit vraiment platonicien.
Et c'est ce qu'il fait effectivement pour ce mot de Platon, mieux compris que Platon, pour en faire de idée ce terme décisif, pour fonder l'essor illimité de la raison ou son envol. Envol. L'idéal, c'est l'envol. En ce siècle, pourtant le XVIIIe siècle, on se défie tant de l'envol des idées. Donc, idée est ce terme irremplaçable, inexpugnable, faisant reconnaître l'exigence de l'esprit à viser en pensée sur un mode inconditionné, absolu, ce dont il sait pourtant qu'il ne trouvera jamais de correspondant adéquat dans l'existence, celle-ci étant toujours soumise à condition. Telle est l'idée comme inspirant la recherche. C'est ça le sens fort d'idéal. C'est que l'idée ne sera jamais satisfaite comme telle. Elle ne cesse d'inspirer la recherche, de la conduire à chercher plus loin. C'est la vocation donc de l'idée que Kant a bien cueillie dans Platon pour la développer. Idée donc inspirant la recherche, qu'on sait irréalisable, mais qui n'en est pas pour autant chimérique. Et comme le dit Kant, dans le cas d'une constitution politique, je reviens en politique, elle est nécessaire non seulement pour jeter les bases de premier plan d'ensemble, mais également pour établir la totalité des lois, forme d'idéalité, et ce, je cite Kant, en commençant par faire abstraction de tous les obstacles qui pourraient se rencontrer. Je ne me demande pas donc si c'est réalisable. Je pense une forme idéale et que je pose comme ça comme ambition de ma volonté. Cet idéal, ou forme du juste, est néanmoins ce qu'on doit toujours avoir en vue, tel l'artisan a les yeux fixés sur son modèle, quand on reprend la formule platonicienne ou l'image platonicienne, pour tenter indéfiniment de s'en approcher. Ce qui, en somme, sous le concept d'idée, se transmet de Platon à Kant, époque où celui d'idéal tend désormais à s'imposer dans le lexique européen, et que l'absolu, dit autrement en termes kantiens l'inconditionné, puisse être l'objet d'une représentation de et dans la pensée. De son statut séparé vis-à-vis de toute expérience, celle-ci, cette représentation de la pensée, cette pure représentation, tirera commodément à la fois sa non-compromission et sa force d'attraction. C'est ça qui caractérise l'idéal. Non-compromission, non compromis par le sensible. Et en même temps, du fait de cette non-compromission, sa force d'attraction, de désir. L'idéal se branchant sur l'éros du manque. On voit précisément Kant, qui est le premier à entreprendre une critique de fond de la métaphysique, ne pas remettre pour autant en question ce socle métaphysique de l'idée. Il le récupère au contraire et le transmet à l'idéal. Comme il dit, il le consolide. Il le consolide, comme il dit, et lui trouve effectivement sa seule issue possible. Car c'est précisément au moment où le dualisme métaphysique qu'une telle idée suppose se reconnaît périmé qu'idéal vient pérenniser de l'idée la rupture avec l'expérience, grâce à laquelle celle-ci trouve encore la possibilité de sa tension et de son héroïsme. C'est l'opération, je crois, qui fait que ce terme d'idéal, qui, comme ça, entre dans notre langage au XVIIIe siècle, va se trouver capable de porter notre ambition culturelle, idéologique, bref, être le thème de notre aspiration, de son importance. Je voudrais en donner une version sensible, reprenant en fait ce thème kantien, mais en langage poétique, et le plus beau qu'il soit, chez Baudelaire. Vous savez du poème « L'idéal ». Pourquoi dans Les Fleurs du Mal ce poème avec ce titre « L'idéal » ? J'en lis la fin. Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, c'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, rêve d'Échille éclos au climat des autans, ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange, qui tord paisiblement dans une pose étrange tes appâts façonnés aux bouches des titans.
Si vous prenez ces quelques vers, vous retrouvez tous les éléments de la pensée de l'idéal telle que nous l'avons comme ça progressivement fait émerger en Europe. D'abord, le fait qu'il y a bien une représentation appelant son expression sensible une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Et en même temps, cela ne se trouve pas dans le sensible. Cela nous détache de l'expérience, ne se rencontre pas l'expérience, ce que Kant dit quand il dit, ben voilà, vous n'en trouverez jamais dans l'expérience, ce que vous avez conçu en termes d'idéalité. Quand Baudelaire dit ainsi, « Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses, car je ne puis trouver parmi ces pâles roses une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. » Donc détachement par rapport à l'expérience. Il s'agit d'une forme qui échappe, ne se rencontre pas dans l'expérience, et en même temps se représente dans la pensée une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Et puis ce que vous trouvez aussi dans ce poème de Baudelaire, c'est Eros. C'est que cet idéal de l'idéal est branché sur le désir. Baudelaire le dit si fortement. Tes appâts façonnés aux bouches des titans. Est-ce que vous trouvez aussi ce qui est le devenir moderne de la pensée de l'idéal, sa subjectivation? Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, ce qu'il faut, le manque, n'est-ce pas? Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, bah oui, c'est cette subjectivité infinie qui se découvre dans la tradition européenne moderne, n'est-ce pas? Et qui a porté cette aspiration à l'idéalité. Bon, comme il se fait tard, il est temps que je vous dise pourquoi je me suis intéressé à cela. Pourquoi depuis 1 heure et quelques, je vous parle d'idéalité. C'est tout simple. C'est parce que c'est un terme européen. C'est même un terme de toutes les langues européennes. Alors je trouve ça remarquable. Le fait que de ce mot grec, idéa, eh bien ce terme est essaimé, se soit répandu dans toutes les langues européennes. Le même mot, idéa, idéal, qu'on prononce chacun comme on veut, même une langue, m'a-t-on dit, comme le hongrois, qui n'est pas une langue indo-européenne, a néanmoins adopté le terme d'idéal. Donc il y a quelque chose qui fait Europe, là. Je l'ai évoqué rapidement en passant par la pensée chinoise, mais il faut s'y arrêter un peu plus. Parce que nous disons aujourd'hui continuellement, il faut l'Europe, relancer l'Europe, etc. Bien, mais si ce n'est pas à titre de vœu pieux, qu'est-ce que c'est? Et je ne pense qu'on ne fera d'Europe que si on sait remobiliser l'Europe et peut-être remettre en route cette question de l'idéal. En tout cas, telle est ma proposition. Et parce qu'on voit bien comment le terme d'idéal a traversé toute l'histoire européenne et a trouvé son point d'aboutissement dans le romantisme. Vous voyez, le poème de Baudelaire en est l'écho. Mais le romantisme, c'est beaucoup plus qu'une époque, c'est beaucoup plus qu'un mouvement littéraire. Je dirais plutôt, c'est ce qui a porté l'art, mais aussi la littérature, la pensée de façon générale, dans notre modernité, et qui peut-être maintenant vient de finir. Peut-être que nous sommes dans cette fin du romantisme porteur d'idéalité. Et donc, à réfléchir sur le fait qu'il y a là un mot commun à l'Europe, qui désigne donc une sorte de géographie théorique de l'Europe. Il est peut-être à penser ce que ce terme peut nous dire à titre de ressource. Non seulement, je le dis parce que ce mot se dit dans toutes les langues d'Europe, relève d'une histoire propre, mais parce que dans ces formes d'idéalité qui sont promues, et notamment politiques, les formes du politique, comme les formes d'idéalité, mais aussi à travers le beau, le juste, le bien, enfin bon, tout ce qui a été comme ça formalisé idéalement, il y a quelque chose dont je me demande si c'est épuisé ou pas. Alors vous savez, quand je vois dans la rue « Soyez zen », je me dis « Ah bah oui, c'est épuisé ». Soyez zen, c'est renoncer à tout ça, renoncer à cette aspiration, à cette vocation, à ce mouvement d'envol, d'essor de la pensée.
soyez zen, n'est-ce pas? Tranquille. Tranquille, mais je me dis, est-ce que ce slogan « Soyez zen », c'est la vérité de notre histoire, de notre époque, de notre modernité, ou est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il n'y a pas donc à récupérer dans cette pensée de l'idéalité, en la lavant de ce qu'elle pouvait avoir d'idéologiquement suspect, et là Nietzsche nous aide, quelque chose à récupérer dans cet outil de l'idéal pour justement promouvoir quelque chose qui soit détaché de l'expérience et pouvant promouvoir l'expérience. Car si on ne se détache pas de l'expérience, pourra-t-on la promouvoir? C'est ça que pose la question de l'idéal. Est-ce qu'il ne faut pas rompre avec l'expérience pour pouvoir justement la déployer de façon risquée peut-être, mais inventive et disons avec un élan qui puisse nous porter. Donc je dirais, si l'on veut remobiliser l'Europe, je crois qu'il faut commencer par faire l'examen critique de ses ressources intellectuelles, théoriques, culturelles, et peut-être d'abord de celle du concept d'idéal. Car même si nous vivons la fin de l'idéal, rien ne dit que ce concept d'idéal soit périmé. Merci de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.